Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre sur les grands flux et leur intensification en abordant notamment la question des flux d'informations. Ces flux ont connu une révolution technologique extrêmement importante. En effet, vous avez ici, sur cette image, l'un des premiers ordinateurs et vous voyez qu'à l'époque, il fallait une salle entière pour les faire fonctionner. Puis, des génies de l'informatique, à l'image de Steve Jobs, sont intervenus et ont créé leur premier ordinateur à proprement parler. Ordinateur personnel, donc capable de fonctionner dans de plus petits espaces et accessible au plus grand nombre, avec des appareils qui vont évoluer assez rapidement, comme vous le voyez, passant d'un modèle historique à un modèle un peu plus récent, puis encore un peu plus récent, jusqu'à atteindre finalement des choses que l'on retrouve encore aujourd'hui dans certaines classes, et ceux-ci, enfin, qui viennent achever finalement cette œuvre d'évolution, même si on progresse encore, bien évidemment. De la même manière, en termes de téléphonie, vous avez une évolution assez frappante qu'on pourrait bien évidemment étendre entre les premiers appareils qui étaient extrêmement lourds. À titre de comparaison, le premier appareil pesait, sauf erreur, 1 kg et avait une autonomie extrêmement brève, alors qu'aujourd'hui, votre appareil, c'est quelques grammes que vous mettez dans votre poche et qui dure au minimum un jour, tout dépend de l'utilisation que vous en faites, bien évidemment, puisque la batterie, malheureusement, a considérablement diminué. Mais on a eu toute une gamme, toute une évolution de produits de l'un à l'autre. À titre d'illustration, j'ai commencé avec le Nokia 3210 par exemple, et pourtant je ne suis pas si vieux. Donc ça montre la rapidité de cette évolution. Véritable révolution technologique donc, qui s'est produite au cours des dernières décennies, dans le secteur de la télécommunication, de l'informatique par exemple, et qui permet surtout l'échange instantané d'informations. Et c'est ça qui est intéressant puisque on peut aujourd'hui communiquer d'un endroit à l'autre de la planète. Ce qu'on ne pouvait pas faire forcément à l'époque, ou pas avec les mêmes facilités. Donc aujourd'hui, on a une accessibilité qui est beaucoup plus marquée et une instantanéité qui est extrêmement présente. Ce qui fait aussi le succès de ces objets. Malheureusement, on a une obsolescence qui est de plus en plus rapide. Les produits que l'on crée ont une durée de vie de plus en plus courte. Le Nokia, par exemple, 3210 que j'avais, a tenu extrêmement longtemps et pourrait sans doute encore tenir aujourd'hui. Par contre, le dernier smartphone que l'on utilise a une durée de vie beaucoup plus courte. À cela s'ajoute l'abolition des frontières, permis notamment par les réseaux sociaux créés dans le monde entier. WhatsApp, Twitter, Messenger, Instagram, qui permettent de communiquer en temps réel et qui ont entraîné une baisse des coûts dans le domaine de la communication et qui ont aussi permis le développement de ce système de communication. Enfin, les télécommunications apparaissent comme un nouvel enjeu stratégique. Satellites, câbles à haut débit, tout ça c'est sous le contrôle principalement des membres de la triade. Et aujourd'hui c'est un véritable enjeu géopolitique, géoéconomique et culturel, puisque grâce à ça, ça permet à la fois d'influencer le monde à travers sa culture cinématographique par exemple, mais aussi parce que ça permet de maîtriser l'information, de contrôler l'information, de la diffuser, si on veut ou non, et également de surveiller. On a souvent accusé justement certains États d'utiliser des satellites ou d'utiliser des antennes pour surveiller le citoyen. Ainsi, ça devient un véritable enjeu stratégique. Les flux d'informations ne sont cependant pas les seuls qui ont évolué, puisque on trouve également l'évolution des flux illicites. Le crime organisé, par exemple, et le blanchiment d'argent, c'est extraordinairement simplifié, diffusé à travers le monde. La mondialisation l'a permis. On s'est inspiré des grandes firmes transnationales, multinationales, pour faire circuler l'argent. Et aujourd'hui, il est assez difficile d'évaluer véritablement le revenu des activités criminelles dans le monde, mais il est considérable, probablement plus de 1000 milliards de dollars, qui transitent chaque année par des paradis fiscaux, par des banques spécialisées, qui utilisent des techniques de blanchiment sophistiquées. Ce que vous voyez par exemple sur cette image. Le cartel colombien qui envoie de la cocaïne en Europe, cette cocaïne va être vendue dans le trafic, puis va être investie dans un autre pays qui va lui-même investir dans certaines activités par exemple, et l'argent va revenir au producteur. Donc on a tout un circuit qui se crée qui permet de laver, de blanchir cet argent, de faire croire que tout est acceptable, logique. Vous voyez ici un petit peu le principe si on simplifie tout ça. On va injecter des capitaux dans le système via des dépôts en petites sommes, par exemple. Donc, vous allez gagner beaucoup d'argent en vendant de la cocaïne. Je
Je vous invite bien évidemment pas à le faire, mais c'est une situation qui peut se présenter. Cet argent, vous n'allez pas pouvoir le déclarer au fisc, vous n'allez pas pouvoir dire à l'État « j'ai gagné 3 millions cette année en vendant de la cocaïne ». Donc vous allez devoir utiliser cet argent, placer cet argent en faisant des petits achats à droite à gauche. Vous allez multiplier les transactions et plus il y en a, plus c'est difficile de vous prendre, de vous arrêter. Tout simplement parce que comme vous ne faites pas des transactions trop importantes, vous n'éveillez pas les soupçons. Et ces placements vont être réinvestis dans des placements qui sont tout à fait légaux et du coup qui font disparaître la partie illégale de tout ça. Et lorsque vous récupérez l'argent de vos investissements, c'est de l'argent totalement légal. Et parmi ces activités les plus fréquentes, vous avez par exemple tout ce qui relève de la contrefaçon, on en a parlé, mais aussi des pavillons de complaisance, ce qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé du fret notamment. Ces bateaux qui sont immatriculés dans des pays dont la législation est très peu contraignante. Ça passe aussi par le marché de la drogue, ça passe par le trafic d'armes, ça passe par la traite d'êtres humains aussi dans certaines circonstances. Donc vous le voyez ici, au niveau des pavillons de complaisance, rappelez-vous, on avait parlé du Panama, alors que les principaux armateurs, les principaux constructeurs et ceux qui possèdent ces bateaux sont principalement allemands, américains, japonais par exemple. Même chose, on avait parlé lorsqu'on avait parlé de contrefaçon, les marques sont de plus en plus volées, l'apparence en tout cas, le design, pour vendre et vendre à grande échelle. Le trafic de drogue, je le disais juste avant, le trafic d'armes, bien évidemment, mais également, et il ne faut pas l'oublier, le trafic d'êtres humains. Et ça passe par différentes choses. Le travail forcé, par exemple. Le trafic d'enfants, faire travailler des enfants. Le trafic sexuel, dans certaines situations aussi. La prostitution se fait encore très souvent sur des réseaux qui exploitent les êtres humains. Le trafic d'organes participe aussi à ce genre de phénomène. Ce que vous voyez résumé ici, de manière peut-être un peu plus soft, un peu moins choquante, tout ce qui relève du proxénétisme, du travail forcé, de l'esclavagisme, du trafic d'organes, de la servitude par exemple, ou de l'obligation dans certains cas à commettre des délits. Tout ça participe aux flux illicites et ces flux se sont développés, à tel point qu'aujourd'hui ça crée une véritable économie parallèle qui s'est mise en place et qui n'est pas, pour ainsi dire, aucune région du monde. Vous le voyez sur cette image, les flux de contrebande dans le monde et tous les pays, toutes les régions du monde sont concernés. En général, le mouvement s'opère plutôt du sud vers le nord, des producteurs aux consommateurs. On produit dans le sud et on consomme dans le nord. Le sud étant, bien évidemment, non pas géographique, rappelez-vous, on en a parlé l'année passée lorsqu'on a parlé des relations nord-sud, mais plutôt en termes de développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on considère encore la Chine comme un pays du sud, même si, d'un point de vue technologique, économique, politique, on est aujourd'hui sur une puissance mondiale incontestable. La Chine reste un atelier de la contrefaçon. Et les grandes puissances occidentales sont souvent engagées dans la lutte contre ces réseaux, mais ont beaucoup de peine à mettre en place des mesures efficaces. Parce que c'est difficile d'interdire des transactions financières, par exemple. Même s'ils vont vers des paradis fiscaux, parce que ça freinerait le système financier mondial. Ça va à l'encontre de la mondialisation. Donc c'est très difficile de lutter. Ce que vous voyez ici, quand on reprend les relations nord-sud, cette idée de la cocaïne qui vient d'Amérique latine, qui va être diffusée en Afrique, qui va remonter à travers le Sahara, jusqu'à arriver en Europe, par exemple. Enfin, dernier élément que je voulais aborder avec vous concernant ces flux illicites, c'est la question des rogue states. C'est quoi un rogue state? En français, l'expression serait État voyou. Les États voyous, c'est des États qui ne respectent pas les lois internationales les plus essentielles, qui organisent ou qui soutiennent des attentats, qui violent de manière systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain. C'est donc une catégorie qui regroupe plusieurs critères militaires, géopolitiques, politiques ou économiques. À l'origine, le terme a été utilisé par la première fois par le gouvernement des États-Unis et par certains de leurs alliés, notamment le Royaume-Uni. Et l'objectif était d'accuser les États, certains États, dans leur appui réel ou présumé pour le terrorisme, ou pour des États qui posséderaient ou pourraient posséder des armes de destruction massive. Donc c'est une notion au centre de la politique extérieure des États-Unis pendant très longtemps.
Ce qui explique que précédemment, l'Afghanistan, Cuba, l'Irak, la Libye ou le Pakistan étaient considérés comme des rogue states. Tout simplement parce que l'Afghanistan, c'est le siège du terrorisme. Cuba, c'est le communisme, c'est Fidel Castro. Donc forcément, c'est une fermeture par rapport aux États-Unis. L'Irak était accusé de posséder des armes de destruction massive. Pakistan, Libye, c'est aussi pas mal de terrorisme, d'attentats, d'instabilité. Cependant, la liste a évolué. Aujourd'hui, on retrouve l'Iran, par exemple, la Corée du Nord, le Venezuela ou le Soudan. L'Iran, puisque les États-Unis ont de grosses tensions avec eux. La Corée du Nord, à cause du nucléaire, principalement. Le Venezuela, plutôt pour des questions politiques. Le Venezuela n'est pas forcément pro-américain, ce que les Américains ont beaucoup de peine à accepter. Le Soudan, pour pas mal de raisons, notamment liées justement aux crises humanitaires qui se déroulent actuellement dans ce pays. Et pourtant, on pourrait se poser une question. Les États-Unis dans tout ça, pourrait-on parler de rogue state? Ça peut paraître un petit peu absurde de penser que cette notion qui est au centre de la politique américaine pourrait eux-mêmes les concerner, mais si on prend le temps d'y réfléchir. La torture à Guantanamo, c'est une violation des droits de l'homme. L'intervention dans certains pays sans l'accord de l'ONU, c'est aussi une violation de la souveraineté des pays. Lorsque Bush a attaqué l'Irak sous prétexte qu'il y aurait des armes de destruction massive, que personne n'a jamais retrouvé d'ailleurs, c'est bien une ingérence. Cette idée justement d'interventionnisme partout dans le monde pose problème, du point de vue américain. Cette caricature est un peu forte, mais l'idée qu'on tire dans le tas et on essaie de comprendre pourquoi les gens détestent tant l'Amérique ensuite, ça témoigne aussi un petit peu de cette politique américaine qui est de plus en plus contestée. Même si, par exemple, Obama a beaucoup œuvré pour redorer un petit peu l'image des États-Unis, Trump, malheureusement, n'œuvre pas dans ce contexte-là. C'est aussi paradoxal de voir les États-Unis accuser, par exemple, la Corée du Nord de développer l'arme nucléaire, alors qu'eux-mêmes sont assis sur un arsenal extrêmement important, colossal, capable de détruire le monde. On a également tout ce qui relève du soutien à certaines dictatures. Vous avez par exemple ici Franklin Roosevelt qui parlait à l'époque du dictateur Anastasio Somoza au Nicaragua en disant « He may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch ». En d'autres termes, bien évidemment que c'est un criminel, mais on le contrôle, donc on peut l'accepter. Et c'est ça le problème aussi des États-Unis, au-delà de l'ingérence, c'est de soutenir parfois des gens qui ne sont pas recommandables en termes de gestion des droits de l'homme, en termes de dictature, par exemple. Enfin, vous avez tout ce qui relève du respect des accords de Kyoto, par exemple, de la protection du climat. Vous le savez, les États-Unis se sont retirés des accords de Paris, n'ont jamais ratifié les accords de Kyoto, et comme en témoigne un petit peu cette caricature, s'agissant de la première puissance mondiale encore actuellement, Trump étant aujourd'hui l'homme le plus puissant du monde, en termes de pouvoir, en termes d'influence, sachant qu'il est justement à la tête de ce monde et que ce monde est entre ses mains, on peut se poser la question du sort de cette planète. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement est-ce que les États-Unis ne sont pas dans une certaine manière, dans une certaine mesure, le premier des États voyous. C'est une notion, vous le voyez, assez paradoxale parce qu'elle a été développée par les États-Unis, mais on constate assez rapidement que les États-Unis eux-mêmes ont beaucoup de peine à ne pas figurer, à ne pas répondre à certains de ces critères. Voilà, nous nous arrêtons ici aujourd'hui. La prochaine fois, nous aborderons la question des oubliés de la mondialisation et nous arriverons progressivement à la conclusion de ce chapitre, ce qui nous permettra de passer à la question des grandes puissances. D'ici là, je reste bien évidemment à disposition pour toutes vos questions si vous en avez et je vous souhaite une excellente semaine.